vraiment fait pour fonctionner. Bon, alors on va déclarer officiellement ouverte cette nouvelle conférence ce soir de notre association Aux Actes Citoyens. Une petite association, mais avec toujours autant d'élan et d'envie d'organiser des conférences, des rencontres qu'on espère inspirantes pour nous aider dans notre cheminement vers une transition écologique individuelle et collective. On a pris des vacances cet été, donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas organisé d'événements. Et donc ce soir, Léa, tu es notre première invitée de notre 2e année d'existence. Ravie, enchantée. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, ce soir, on teste plein de choses nouvelles. On teste un nouvel horaire. Le 19h fédérera-t-il plus les gens? On teste un nouveau format. D'habitude, on fait des présentations plus PowerPoint. Et là, ce soir, on va plutôt être en débat libre, type interview. En tout cas, poser des questions, que tu prennes le temps d'y répondre. Tu vas nous partager des documents. Donc voilà, on sort de nos zones de confort et puis on verra ce que ça donne. Donc là encore, comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser dans le chat, on y reviendra après. On a pas mal de choses qu'on a envie de discuter avec Léa et puis surtout, plein de choses auxquelles nous, on n'a pas pensé. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Le chat, c'est bien, c'est encore mieux si vous ouvrez vos caméras et que vous posez vos questions en direct. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais n'hésitez pas. On est en plus en petit comité, je pense, ce soir. Et donc, voilà, on parle de Léa, mais qui est Léa ? Léa, je peux déjà dire quelques mots sur comment on s'est rencontrés. Donc, moi, je suis une ancienne habitante du 10e arrondissement. Ça y est, je ne suis plus. Et c'est dans le cadre, justement, de ce 10e arrondissement de Paris qu'on s'est rencontrés avec Léa en 2017, en septembre 2017, quand je suis tombée sur une invitation à rejoindre une après-midi de débat et d'atelier sur comment on allait transposer ou adapter le plan climat de la ville de Paris à l'échelle du 10e arrondissement. Et c'est comme ça que j'ai fait ta connaissance. Et peut-être que déjà, la première question, c'est pour toi, Léa, c'est peut-être que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es, quel est ton parcours, qu'est-ce qui fait que on se parle ce soir? Alors, moi, donc, mon nom de famille, c'est Vaza, Léa Vaza. Je suis élue dans le 10e arrondissement et je suis aussi au Conseil de Paris. Je suis dans le groupe écologiste, je suis adhérente de groupe Écologie Les Verts et dans le 10e arrondissement, je suis chargée, et je suis désolée, de la propreté, mais aussi de l'économie circulaire et de la réduction des déchets. Voilà, qui est pour la première fois dans le 10e, on a une délégation qui parle pas que d'hygiène et de propreté, d'évacuation des déchets, mais aussi du problème à la source, c'est-à-dire comment réduire, faire en sorte qu'on n'ait pas assez de déchets qui existent. Et au Conseil de Paris, c'est un rôle un peu plus informel parce que je ne suis pas adjointe, je suis déléguée à rien. Donc, je siège en 5e commission pour suivre les sujets de logement et d'urbanisme qui sont mes premières amours militantes. Parce que j'ai commencé à m'intéresser à la politique par les questions de mal logement. J'étais très engagée dans le collectif Jeudi Noir qui réquisitionnait des bâtiments vides, dont notamment un dans le 10e. Dans lequel les gens vivaient. Donc, j'ai squatté dans ce bâtiment-là et qui est aujourd'hui d'ailleurs en train d'être transformé en logements sociaux. C'était vraiment un collectif d'action et de plaidoyer pour pouvoir faire des choses, pour obtenir des victoires concrètes politiques. Et voilà, et j'ai fait pas grand-chose de ma carrière puisque j'ai été élue à 23 ans déjà en 2014, donc c'est mon 2e mandat. Juste après, le lendemain du jour où j'ai eu ma remise de diplôme en commerce et sociaux, voilà, sur l'économie sociale et solidaire. Vous savez tout. Courte CV. Bon, donc ça fait 7 ans d'engagement, 7 ans de mandat. Qu'est-ce qui fait qu'à 23 ans, tu t'es bien présenté? Donc, quelles sont les origines de ta motivation, de ton engagement politique?
moi, je n'avais pas trop prévu ça. Je n'étais pas formée pour faire de la politique. Ce n'était pas un objectif particulier. Donc, c'était vraiment une rencontre avec le porte-parole d'Europe Écologie à l'époque, qui est Julien Bayou, aujourd'hui secrétaire national, et qui était justement fondateur de ce collectif Jeudi Noir, et donc avec qui j'avais commencé à militer. Et en fait, les écolos ont une pratique, c'est-à-dire qu'ils réservent des places sur leur liste pour des gens qui ne sont pas chez eux, pas dans le parti, qui viennent de la société civile pour porter des combats particuliers. Donc, ils avaient gelé une place pour une femme. Et donc, ils sont venus me chercher pour ça. J'ai longtemps hésité parce que c'était pas du tout, voilà, je me projetais pas du tout là-dedans. Ça me paraissait très obscur, très difficile, complètement inutile. Et je ne comprenais pas bien ce qu'on pouvait faire dans une institution. Et donc, du coup, j'y suis allée vraiment parce que du coup, en même temps, je militais donc, dans ce collectif. Et c'est vrai qu'on se retrouvait quand même beaucoup à gratter aux portes des institutions. La mairie de Paris pour pouvoir acheter le bâtiment, les ministères pour pouvoir changer la loi, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, en même temps, parce qu'il ne faut peut-être pas essayer d'aller voir de l'autre côté de la barrière ce qui se passe, pourquoi ça ne bouge pas, parce que c'est une question de volonté, c'est une question de compétences, de moyens, etc. Et essayer de voir ce qu'on peut y faire, quoi. Donc, voilà, donc j'ai un peu tenté l'aventure comme ça. Et j'ai été littéralement catapultée de ma vie de citoyenne ignorante de la vie politique à adjointe au maire de Dixième, qui était à l'époque Rémi Féraud, et j'étais chargée du climat, de l'économie sociale et solidaire et du handicap. Ok. Catapultage. Un sens de l'engagement, en tout cas, qui est important pour toi depuis très longtemps, sur des sujets, tu disais, de mal logement, etc. Oui, mais parce que, enfin, je ne le vivais pas comme un sens de l'engagement, c'est parce que j'étais déjà dans la galère financièrement. Voilà, quand on est stagiaire à Paris, évidemment, c'est logique, c'est pas facile. Donc, c'est par la vraie vie que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là, mais je n'avais pas de culture ou de formation politique particulière. Voilà, c'est pas vécu comme un engagement, mais plutôt comme une nécessité. D'accord. Et donc, tu dis que tu étais en charge donc, du plan climat sur l'arrondissement du 10e. Et alors, je crois que c'est toi qui as l'initiative de cette démarche de démocratie participative, en tout cas très innovante, où tu es allé chercher les citoyens et tu as essayé de mobiliser les citoyens de l'arrondissement pour décliner le plan climat qui a été pensé à l'échelle de la ville de Paris sur l'arrondissement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, je sais pas moi, les origines de la démarche, comment tu en es arrivé à nous proposer ça? Alors, du coup, en fait, les histoires de climat, de plan climat, c'est quelque chose qui est d'habitude pris en charge par la mairie de Paris au niveau central. Il y a un plan climat qui existe depuis assez longtemps, depuis 2007. C'était d'ailleurs une démarche assez innovante en France à ce moment-là. Mais voilà, c'est géré vraiment en centrale, de façon très technocratique. Ça redescend ensuite dans des directions qui ont chacune un peu des orientations à prendre. Mais par contre, au niveau local, il n'existait pas grand-chose à part quelques événements de sensibilisation finalement sur le développement durable. Il n'y avait pas vraiment il n'y a pas de pilotage en fait. Ça existe d'ailleurs pas encore partout. Il n'y a pas de pilotage local. Parce que c'est aussi spécial Paris. Les arrondissements ne sont pas vraiment des communes à part entière, c'est plutôt des portails de services publics pour être en proximité avec les habitants. Donc, elles n'ont pas toutes les compétences d'une commune. C'est vraiment la commune, c'est Paris. Donc, les grandes orientations, les grands budgets, voilà, se font plutôt au niveau parisien. Et en fait, du coup, moi, je me retrouvais avec une délégation qui n'avait pas de direction locale, pas d'agent, pas de vraiment de budget et pas de pilotage. Donc, il fallait vraiment tout inventer et se retrouver à faire des petits projets à droite à gauche, aller chercher beaucoup parce que le climat en soi, ça ne veut rien dire. Il faut faire des choses sur l'énergie, sur les transports, etc. Donc, je me retrouvais à travailler avec tous mes collègues de façon très éparpillée et c'était difficile de structurer un vrai programme et de faire comprendre l'enjeu climatique. Et du coup, on a bossé, après 3 ans, où il y avait des petits projets par-ci, par-là. Voilà. On s'est dit, on va vraiment structurer la démarche. Et on a fait 6 mois de travail, et c'est là où tu es arrivée, Mathilde, de travail avec les citoyens, les associations, mais aussi et surtout les directions locales, donc celles qui travaillent dans le 10e. Donc, ça peut être le service des sports, de la culture, du logement, enfin voilà, il y avait tout le monde, et les élus, quelle que soit leur délégation aussi, pour les former sur les grands enjeux climatiques, parce que c'est un sujet technique, en fait. Enfin, c'est difficile de savoir ce qui se passe et comment le mettre en œuvre dans son propre sujet.
Et puis, pour faire émerger des projets, et ensuite, on a croisé un peu toutes les priorités. Là, c'est beaucoup les habitants qui ont fait le boulot. Vraiment, on a posé toutes les idées sur la table et on a proposé de regarder ce qui matchait, ce qui ne matchait pas, ce qui correspondait aux compétences du 10e, de la ville, etc., quelles étaient les échéances. Et puis, ils ont fait une feuille de route qui est assez géniale. Il y a des grandes idées, il y a des trucs très opérationnels, il y a des gros projets. Comme par exemple la rue de Paradis Zéro Déchet, ça sortait de là. La résidence de l'eau, qui est un espace de travail sur les enjeux de l'eau dans le 10e arrondissement. Voilà, enfin, il y avait vraiment plein de choses qui sont sorties de ça. Et voilà, c'est tout simplement. Donc, c'était d'abord parce qu'on pataugeait un peu, pour être sincère, sur le pilotage sur ces enjeux climatiques. Ils voulaient un peu tout et rien dire, tellement c'était large et tellement il fallait faire dans tous les champs et en même temps. Ok. Et alors, du coup, maintenant que tu as mis en place cette démarche-là, qu'est-ce que ça a apporté au projet, ou peut-être au pluriel, à la feuille de route, le fait d'inclure les citoyens dans une démarche à l'origine municipale? Les citoyens, en fait, ça a permis déjà de booster un peu l'idée, parce que quand ça reste... sinon, ça serait resté l'idée de Léa Vasa, la petite écolo du bout du couloir qui a 23 ans, quoi. Donc là, ça devenait un vrai projet des habitants du 10e arrondissement qui portaient avec nous des considérations, des peurs, des besoins, des envies, des idées. Et donc, ça a donné vraiment une ampleur et une écoute politique au projet, déjà. Et puis, une richesse vraiment très fine, une analyse du territoire, des opportunités, des difficultés. Et ça, c'était aussi hyper intéressant, en plus d'être aussi une espèce de main innocente pour justement pouvoir travailler ces dossiers, en écarter certains, en retenir d'autres. Voilà, ce n'était pas quelque chose qu'on voulait faire être dans une chambre noire, on voulait vraiment le faire de façon transparente. Et donc, ça a apporté ça. Mais c'est vrai que ça a aussi prouvé quelque chose, c'est que ça a été assez extraordinaire, la mobilisation, parce que non seulement il y a des gens qui sont venus comme ça à écouter, participer, donner des idées, mais il y a aussi des gens qui ont vraiment mis du temps de travail pour organiser, structurer ces idées, faire un vrai programme de projet et qui ont, en fait, pour la première fois, travaillé avec la mairie et pas râler contre quelque chose qui n'allait pas ou quelque chose. Donc, on a vraiment, ça a aussi ouvert un peu les consciences de la mairie, de l'équipe municipale et ça, sur le fait qu'il y avait une envie d'agir avec l'institution et qu'on pouvait avoir une autre relation aux citoyens, quelque chose de très constructif et même assez techno. Par contre, je suis vraiment désolée, j'ai complètement merdouillé, j'ai oublié mon chargeur d'ordinateur, donc je suis sur téléphone et mon téléphone est en train de faiblir. Donc, est-ce que ça vous va si je coupe ma vidéo pendant... Je ne peux pas faire ça. C'est terrible. Est-ce que Non, tu mais as je un peux attendre un chargeur de petit peu. téléphone? Et Je oui, ne peux il est pas, je ne peux chargé. pas aller à Vaza. Il est chargé. C'est ça le pire. Non, mais allons-y, puis quand on présentera des documents, peut-être je le couperai. Oui, donc tu dis en fait, à la fois pour les citoyens et les municipalités, ça permet de tester, d'expérimenter une nouvelle relation, Ouais. pas en contre, mais avec au service d'un projet commun. Ouais. Tu dis aussi que ça avait un poids politique, quelque part, ça a amplifié peut-être une caisse de résonance. Ça s'est traduit comment? Est-ce que par, je sais pas, des projets qui se sont accélérés, plus de budget, des décisions qui sont venues plus vite, ça a eu quel impact, cette Je pense déjà une attention à ce qui était en train de se passer un peu accrue, simplement. Et donc, effectivement, derrière un engagement plus fort à réaliser les projets qui allaient sortir de ça, parce qu'on a quand même rempli une salle de 200 personnes au moment de la restitution sur un format démocratique qui s'appelle le SICA, qui rassemble les associations, les conseils de quartier, etc., et qui ne s'était pas réuni depuis fort longtemps. Et donc, voilà, c'est un peu sur tout le monde. Et donc, forcément, quand on s'engage avec une telle feuille de route devant autant de gens, voilà, ça assure un peu la réalisation des projets derrière. Après, je ne doute pas de la motivation de mes collègues à vouloir le faire, mais c'est sûr que c'est toujours motivant. Quand on est tout seul sur des projets, ce n'est pas la même chose que quand on sent qu'il y a vraiment un élan citoyen derrière.
Ok. De cette démarche sont sorties plein de choses. Évidemment, bon, la question des projets concrets, tu disais sur la feuille de route, on y reviendra. Il y a eu des idées aussi, justement, les citoyens ont envie d'aller plus loin, de se fédérer en collectif. Peut-être que tu pourras dire un mot sur cette tentative de se constituer comme une espèce de force d'une autre entité, les citoyens, pour travailler avec, faire contre-pouvoir, etc. Et puis, est-ce que du coup, il y a eu d'autres arrondissements qui ont tenté de faire la même chose que vous dans le 10e? Est-ce que ça a fait des petits, tout ça? Oui, il y a eu des arrondissements qui se sont lancés aussi. Il y a eu le centre, il y a eu le 18e, où carrément, là, ce qui est intéressant dans le 18e, c'est que ce n'est pas parti des élus, c'est parti des habitants. Il y a eu, et puis en fait, il y a eu aussi plein de trucs partout en France parce qu'on s'est mis à former des collectifs de militants qui étaient impliqués dans l'Alternativa. Et on a enchaîné les formations et tout ça. Et donc, ça a donné notamment des choses à Marseille, par exemple, dans l'agglomération de Marseille, où ils ont fondu carrément un plan climat tout seul. Enfin, voilà, il y a eu des choses un peu partout. Et dans le 10e, il y a eu un collectif qui s'est créé pour pouvoir un peu suivre le projet, mais c'est ce qu'on disait un peu au début. Il faut bien dire que ça n'a pas fonctionné, même sur le moyen terme. Les gens avaient très envie, ils se sont réunis un petit peu, mais c'est vrai que c'était devant l'énormité de la tâche et le manque de temps et la disparité des envies, en fait, ça n'a pas tenu. Puis, il y a eu aussi la fin du mandat, et là, c'est sûr que la mairie est tenue à certaines obligations, donc elle doit arrêter la communication, elle doit arrêter certaines choses. Et plus, c'est pas forcément le moment de prendre des engagements devant la population. Donc, il y a eu aussi un peu cette démobilisation de la mairie qui a pas été, et le collectif n'a pas été repris spontanément par les habitants. Donc, ça s'est arrêté et depuis, c'est pas reparti. Donc, avec tous les événements qu'on connaît, c'est pas trop étonnant, mais c'est vrai que ça mériterait d'être repris parce que la feuille de route, elle avait vocation à survivre au mandat. Donc, donc on peut très bien continuer le suivi. Voilà. On avait fait 2 bilans de ce qui avait été réalisé, de ce qui n'avait pas été réalisé aussi, soit parce qu'on n'avait pas encore lancé, soit parce que ça n'avait pas marché. Et c'était vraiment le parti pris du projet, c'était de se dire on essaye ensemble. À partir du moment où on est transparent sur ce qu'on arrive à faire ou pas et pourquoi, ça va, tout le monde est capable de comprendre. Donc voilà, il ne faut pas que ce soit juste un manque de volonté, mais à partir du moment où c'est légitime, on explique et voilà. Donc ça peut continuer, ça peut reprendre. Si vous êtes intéressé à ce que je vous fasse un moment ou que je vous envoie déjà les bilans qui avaient été publiés, avec plaisir, et si vous voulez qu'on discute de comment ça pourrait vous intéresser de vous mobiliser autour d'un des projets ou plus généralement ça peut être quelque chose. Les idées qui avaient été évoquées, c'était par exemple d'être simplement un peu force de rappel sur où est-ce qu'on en est, etc. Pas forcément se mettre à suivre les projets dans le détail technique ou à les mettre en œuvre eux-mêmes. Mais voilà, ça peut prendre plein de formes différentes. Ok, donc en tout cas, parmi les gens qui sont là ce soir, nous sommes tous des citoyens, donc ça peut, et peut-être certains sont impliqués dans plus que ça, dans des associations, dans la politique, ont des responsabilités en tant qu'élus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a plein de bonnes choses à prendre, plein d'apprentissages sur le type de démarche que tu as souhaité lancer et qui peut se répliquer finalement n'importe où. Les tentatives quelque part de donner un rôle aux citoyens dans cette feuille de route et comment on peut soit raviver la flamme, soit mettre en place ce type de collectif aussi. Donc, il y a plein de bonnes idées à prendre. Déjà, même sur ce que j'appelle moi le processus pour arriver à établir une feuille de route et après à mettre en œuvre des projets. Donc, vous pouvez regarder sur le site de la mairie, c'est mairie10.paris.fr/climat. Vous avez la feuille de route avec aussi un peu le descriptif de comment on a monté le projet. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait des bilans d'ailleurs, mais je vous les enverrai. Et voilà, regardez ça. Ok. Super. Donc on disait, le but c'était pas d'expérimenter juste un process, mais c'était bel et bien d'avancer sur des projets concrets pour réduire l'empreinte environnementale d'une ville, faire baisser les émissions de gaz à effet de serre, j'imagine, et préserver la biodiversité. Est-ce que tu peux nous illustrer la feuille de route un peu dans les grandes lignes sur quel type de projets sont sortis de la démarche, premier point, et deuxième point, du coup, sur quoi concrètement vous avez la main? Tu disais tout à l'heure que tu as fait un tri
il y a eu une étape pour filtrer qu'est-ce qui était du ressort d'une mairie ou pas. Donc voilà, quel type de projets sont sortis et sur qu'est-ce que vous avez lancé, vous, concrètement, sur quoi vous avez la main? Alors, il faut bien dire qu'il faut quand même que je me remette un peu dans le document parce qu'il était assez touffu. Puis on avait quand même une bonne, un peu moins d'une centaine d'actions qui étaient testées en cours, arrêtées, pas commencées, etc. Donc, c'est assez touffu. Donc, je vais mettre la main, je n'étais pas sur le document de pilotage là. Et du coup, mais par exemple, vraiment le projet type qui est sorti et qui a été pour moi là un peu vraiment ce qu'on avait essayé de faire, c'était la rue de Paradis Zéro Déchet, où ça venait vraiment. Donc c'était une expérimentation d'1 an. On a d'abord mis en place les moyens, les outils, les équipements, l'information voilà, autour de la question de la propreté et de la réduction à la source des déchets. Et ensuite, on n'a pas mis d'objectif, on a mis d'abord les moyens, les énergies de tout le monde. Et ensuite, on a regardé ce que ça donnait. Ça a donné quasiment 20% de réduction des déchets sur la rue dans cette année-là, qu'on a perdu parce qu'ensuite, avec le confinement, ça a été la catastrophe, etc. Donc, il faut recommencer. Mais ça a été quand même hyper efficace. Et là où dans tout Paris, on faisait moins 4% sur les réductions d'ordures ménagères, on a fait 20%. Voilà. Donc, c'était vraiment significatif. On avait fait, pour vous donner un ordre d'idée, on a fait en 10 ans, on a réussi à réduire à Paris de 10% nos déchets d'ordures ménagères. Donc, c'était vraiment. Enfin, c'est un projet qui a de l'impact. Ensuite, et puis c'était surtout un croisement d'envie des services qui avaient des outils mais qui ne trouvaient pas preneurs, des habitants qui avaient besoin de ces mêmes outils mais qui ne savaient pas qu'ils existaient, d'associations qui avaient des choses à proposer, de bénévoles qui avaient envie d'agir, de partenaires dans la rue qui faisaient déjà des choses, mais qui peinaient aussi un peu à trouver leurs interlocuteurs. Donc, en fait, c'est vraiment un truc où, de l'envie, on est arrivé au projet. Et une fois dans le projet, ça a vraiment explosé. C'est devenu un truc complètement tentaculaire avec plein de sous-groupes de travail, des initiatives qui sont parties seules, etc. Et c'était hyper intéressant. Et aujourd'hui, on déploie le projet sur 2 quartiers dans le 10e arrondissement. Il y en a une dizaine d'autres dans Paris sur la même méthodologie qui sont en train d'être créés. Donc, voilà, le 11e dans quelques semaines. Enfin, il y a le 9e, il y a le 5e, il y a le 20e, il y a le 19e, donc il y en a un peu partout. Donc ça, c'est vraiment exactement ce qu'on voulait faire. Bon, c'est l'exemple absolu quoi, du truc qui a marché. Il y a eu aussi, par exemple, le projet, je vous en parlais tout à l'heure, la résidence de l'eau, où là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses sur l'eau, la désimperméabilisation, les besoins en eau potable pour les personnes qui étaient à la rue, sur les loisirs, une envie de se baigner dans le canal, par exemple, etc. Donc, on a créé un espace de travail avec des associations, des entreprises sociales, des citoyens qui avaient envie de bosser sur ces enjeux-là. On leur a mis un petit loyer pour les aider et en contrepartie, ils doivent nous aider plusieurs jours dans le mois pour monter des projets liés à l'eau dans le 10e arrondissement sur la base d'un diagnostic qu'on a fait ensemble avec eux, avec les services de l'eau de la ville, avec de Paris, etc. Et donc, ça a donné des projets comme là, on s'est baigné pour la première fois dans le canal Saint-Martin cet été dans le cadre de l'opération Ménage ton canal. Ça a donné, là, ils sont en train de créer une douche mobile pour les personnes qui sont en errance parce qu'on manque vraiment de dispositifs d'hygiène, enfin voilà, dans le 10e arrondissement. Enfin, ça donne pas mal de projets. Ça donne aussi une première étude. Donc finalement, le projet ne se fait pas parce que c'est techniquement pas possible. On va le relancer sur un autre quartier d'une rue désimperméabilisée, végétalisée, etc. On voudrait aussi que ça devienne un permis de débitumer où les gens puissent demander une instruction technique sur un secteur, par exemple, que les services leur disent c'est bon, il n'y a pas de réseau en dessous, vous pouvez prendre votre pioche et creuser. Et voilà, donc ça, c'est un peu l'idée. Là, c'est des projets, voilà, on a fait la feuille de route, on a commencé en 2017, on a pondu en 2019, on est en 2021 et ça commence tout juste. Donc, c'est des choses qui mettent du temps. Et ça, c'est un peu frustrant, mais il faut faire avec ce temps-là. Voilà, de montage, de construction, de temps de l'administration aussi, la sécurité des projets, la sécurité technique des projets. Enfin, donc, c'est un peu frustrant, il faut s'accrocher, mais ça doit être jour. Après, voilà, il y a des choses qui n'ont pas marché. Par exemple, on avait proposé à la ville de Paris de faire un plan toit
parce qu'on s'est rendu compte que dans le 10e, c'est un espace public qui est très, très contraint, un bâti qui est très, très dense. Et donc, en fait, les seules réserves qui nous restent, c'est les toits, les cours et les passages privés. Et puis, voilà. Et donc, on s'était dit, on va essayer de faire un projet sur les toits pour voir si n'importe quel copro est intéressé pour faire un truc de son toit. Il nous envoie un petit descriptif technique et on regarde avec tous les services si on peut végétaliser, faire une toiture accessible, pourquoi pas faire un équipement sur une toiture plate, faire mettre des panneaux solaires, faire de la captation d'eau de pluie, enfin voilà, vraiment avoir une étude un peu complète. Et ça ne s'est pas fait, plusieurs raisons. Déjà, nous, on n'avait pas la maîtrise, par exemple, directement en arrondissement, donc voilà, ça dépendait de beaucoup d'élus au niveau parisien. Et c'était aussi la coordination de beaucoup de services publics et de partenaires sur la rénovation thermique, etc. Donc, c'était difficile. Et c'était une fin de mandat avec certains de ces partenariats qui étaient en train d'arriver à terme, une incertitude sur la politique qui serait menée dans le mandat d'après, etc. Donc, ça, par exemple, ça ne s'est pas fait. Et il pourrait relancer une demande. Enfin, il y a plein de projets qui sont dedans qui ne sont pas concrétisés. Et c'est normal, mais on a tenté quand même. Voilà. Ok. Et donc, ce que j'entends quand même aussi, c'est que, bah, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont soumises au calendrier électoral. Ouais. D'ailleurs, Euh, je suis vraiment désolée, je l'ai coupé parce que là, je suis vraiment pas. T'inquiète pas. Je- Donc, sur un sujet quand même, enfin, le climat, lui, n'attend pas la couleur des prochains élus. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont en réflexion ou comment on peut dépasser cette contrainte? Parce que j'entends bien qu'il y a plein de choses qui s'arrêtent avant une élection et puis après, on ne sait pas si ça reprend. Il y a plein aujourd'hui, voilà, le Covid, etc., ont eu des incidences sur les projets en cours. Pour autant, on sait, on crie à U et à Dia, c'est confère le dernier rapport du GIEC qu'il faut, enfin, c'est pas qu'il faut accélérer, là, c'est qu'il faut passer le turbojet pour baisser les émissions. Et comme tu dis, en fait, il y a quelque chose qui nous questionne sur le rapport au temps, en fait, le temps nécessaire à l'élaboration de tous ces projets. Et puis, bah, le temps de l'action où là, il faut vraiment qu'on ait des résultats maintenant. Je sais des choses sur lesquelles vous réfléchissez ou à toi, à titre personnel, comment t'aimerais que, je sais pas, comment t'aimerais que ça se passe à l'idéal sur cette question du temps? Oh là là, vaste question. Euh, Déjà, sur le coût des échéances électorales, etc., et puis même en général, il y a plein de choses que les citoyens peuvent faire sans la ville, sans demander enfin, peuvent lancer et réfléchir sans demander son avis. Voilà. Et Ah, bah, ensuite, dis-nous quoi, dis-nous quoi. non, mais il y a quand même plein de choses enfin, je veux dire, qui peuvent se lancer, qui peuvent être enfin, étudiées, réfléchies. Après, au bout d'un moment, il faut le concours de la ville. D'ailleurs, pas pour tout, mais il y a des choses sur lesquelles il faut le concours de la ville. S'il s'agit de toucher à une compétence de la ville en particulier, si vous touchez la voirie, par exemple, évidemment, à un moment, il faut quand même discuter avec la mairie, etc. Mais les choses peuvent quand même aussi se déployer. Enfin, voilà. Et je veux dire, il ne faut pas s'auto-censurer en se disant ah ben, la mairie est avec nous, du coup, ou alors on ne sait pas encore comment l'approcher, etc. Du coup, voilà, on ne fait rien. Il faut. Et puis aussi, les périodes électorales sont des moments de conception de projet. Il ne faut pas sous-estimer cette période-là. C'est aussi des moments de réflexion, c'est des moments où on peut pousser des idées. Et donc, ce n'est pas des moments qui sont complètement improductifs, même si on ne fabrique pas la ville. On la conçoit, on l'imagine. Et donc, c'est aussi des moments. Enfin, voilà, c'est quand même des temps où on peut être présent en tant que citoyen et influer sur ce qui va être fait ensuite pendant toutes les années du mandat. Voilà. Et puis après, sur la question du temps en général, écoute, moi, c'est vraiment la grosse frustration, je pense, des élus en général, c'est que les choses prennent du temps et que ce n'est pas le même temps que celui des besoins et de la vie du quotidien. Et donc, voilà, il faut faire au mieux et prioriser pour être sûr de faire les choses qui sont urgentes rapidement et faire avec. Voilà, puis c'est aussi normal, les services enfin, il y a un plan de charge qui est monstrueux, il y a des budgets qui sont limités, même si à Paris, on est quand même bien doté, mais on ne peut pas non plus faire tout d'un coup.
Donc, voilà, ça, il faut aussi jouer avec ça. Voilà. Ok. Dire ce qu'on va faire en premier. Il y a des frustrations, mais comme dans tous les projets, c'est normal. Ok. J'aimerais qu'on prenne un temps pour revenir à un moment donné sur les projets sur lesquels vous avez eu la main et notamment la question de la réduction des déchets avec la mise en place de la consigne, puisqu'on a quand même la chance d'avoir au bureau de cette association une entrepreneure commerçante du 10e arrondissement qui a mis en place des choses. Peut-être juste avant, est-ce que tu pourrais nous expliquer par rapport au plan climat, au plan résilience de la ville de Paris, quelle est la responsabilité, qu'est-ce qui se passe au niveau en gros d'une ville versus qu'est-ce qui est dans les mains d'un département ou d'une région? En gros, sur quoi vous pouvez agir et là où vous ne pouvez pas agir ou pas tout seul, pour qu'on comprenne bien quels sont vos territoires un peu d'intervention. Ouais. Je t'ai envoyé un document que j'utilisais justement pour les formations un peu d'action de militant climat, etc. Donc, il n'est pas à jour, il date des mandats derniers, donc il y a des petites infos sur la composition, par exemple, du conseil de 10e arrondissement, etc., qui ont changé, mais c'est dans l'essence, sur les compétences et tout, c'est la même chose. Ok. Donc, Il s'appelle comment celui-là que j'aille le chercher? formation, il s'appelle le 10e, je crois. Ok, d'accord. Ben, je l'ouvre et je vais le partager, puis tu nous Bah, dis ce qui ouais, est intéressant à aller regarder. si tu veux, carrément. Mais c'est aussi, voilà, vous pourrez le réouvrir tranquillement et regarder. Je vous ai aussi mis dedans, il y a un lien vers un peu un tableau comparatif des compétences de chaque institution, la région, le département, la ville, etc. Donc, ça récapitule voilà, un peu comment fonctionne déjà le Conseil de Paris. Donc, en fait, quand vous allez à l'élection pour les municipales, vous allez voter uniquement pour vos conseillers d'arrondissement. Ces conseillers d'arrondissement-là vont élire leur maire d'arrondissement. Et sur chaque liste qui s'est présentée et qui est arrivée au second tour et qui a obtenu des sièges dans le conseil d'arrondissement, chacune de ces listes-là, un tiers de cette liste est automatiquement aussi au Conseil de Paris. Et donc, ce pool de conseillers de Paris-là élit la maire de Paris ou le maire de Paris. D'accord, Voilà. Je prends des trucs. Peut-être du coup, tu vas nous expliquer à quoi sert le Conseil de Paris. Voilà. Donc, le Conseil de Paris, c'est vraiment donc c'est la commune et le département. Paris, c'est un statut particulier, mais ça regroupe les deux compétences de commune et de département. Donc, ça veut dire le département, c'est quoi? C'est les collèges, l'action sociale, les voies à caractère départemental. Voilà. Et sur la commune, là, c'est tout ce qui est espace vert, école, enfin gestion de l'infrastructure de l'école, mais pas les professeurs, évidemment. Voilà, c'est la voirie, je l'ai déjà dit peut-être, certaines mobilités, qu'est-ce qu'il y a, le logement social. Enfin voilà, il y a quand même il y a beaucoup de compétences et aussi tous les guichets, évidemment, d'accueil du public. Donc, par exemple, l'état civil, les mariages, les enregistrements divers. Voilà. Donc, au final, oui, là, c'est en matière de climat, du coup. Oui, donc les équipements culturels aussi, les bibliothèques, par exemple, c'est départemental. Donc, après, donc, en matière de climat, en fait, Paris a des obligations, celle de faire un plan climat. Voilà. Elle a aussi une grosse compétence qui est le plan local d'urbanisme qui est en train d'être fait. Ça va mettre 3 ans. On a déjà fait passer une bonne première année à faire un premier diagnostic, etc. Vous avez dû voir passer des réunions d'information, de concertation. C'est important, vraiment, c'est le document qui va structurer la construction de la ville. Donc, est-ce que vous faites une rue où vous protégez l'artisanat? Est-ce que sur cette parcelle-là, vous réservez pour faire dans l'avenir un équipement public? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres, est-ce que là, vous allez créer un passage ou un espace vert? Voilà, c'est vraiment le document à la disposition des communes le plus puissant, on va dire. Notamment pour les petites communes qui n'ont pas forcément les mêmes moyens financiers que Paris pour monter des projets un peu comme ça. Et un PLU, ça se fait tous les combien de temps, ça? Grosso modo, à chaque mandat, vous avez une modification ou une révision. Mais là, ça va vraiment être un changement en profondeur
du PLU, puisque l'objectif, ça va être de le rendre compatible justement avec les objectifs du plan climat et les objectifs de la COP. Donc, comment est-ce que par ces règles d'urbanisme, on va réussir à impulser du changement? C'est un challenge parce que ça n'a jamais trop été réfléchi par cet angle-là. Mais vraiment, je vous invite à suivre un petit peu ce qui va se faire. Moi, j'essaie de relayer un petit peu, mais il y a des choses publiques qui sont assez intéressantes. D'accord. Donc, on peut être au courant et s'impliquer si on a envie sur les modifications du PLU en ce moment. Tout à fait. Et il y en a encore 2 ans, vous allez avoir plein de moments pour participer. D'accord. OK. Ça, c'est un la beau slide schéma. Ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment bureaucratique. Voilà, c'est pour ça que nous, citoyens, on ne peut pas comprendre. On ne peut Voilà. pas comprendre ce qui se passe. Il faut nous simplifier tout ça. C'est très marrant parce que c'est ce que le secrétariat général, quand tu arrives, quand tu es élu, ils font une petite formation et te montrent ça avec un grand sourire. Ils te font bien comprendre. C'est sûr, eux, ils sont là depuis plus longtemps. C'est des fonctionnaires. C'est eux qui font tourner la machine. Ils ont vu passer beaucoup des élus comme nous qui veulent tout changer. Et du coup, il y a aussi cette machine, et heureusement qu'elle est là, mais cette machine, elle est là pour créer de la norme, elle est là pour créer de la sécurité. Et donc, et le politique est là pour faire dévier la norme et pour innover et donc créer de l'insécurité. Donc, la relation entre les deux, elle n'est pas si évidente, elle n'est pas forcément aussi fluide que ce qu'on peut penser quand on se dit il suffit d'eux. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Et c'est protecteur, hein, vraiment, il ne faut pas critiquer ça, mais ça peut être difficile et long aussi pour ce genre de raisons. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, après donc, voilà, on peut agir. Et en fait, ce qui est intéressant dans je vous donne un peu, voilà, le budget, c'est quand même quelques milliards à Paris. Donc, voilà. Là, vous aurez un peu, si vous voulez savoir comment intervenir dans les institutions officielles, vous avez quand même en tant qu'association, conseil de quartier, etc., vous pouvez intervenir dans le conseil d'arrondissement en déposant une question écrite ou un souhait écrit quelques jours avant le conseil auprès de la maire. Donc voilà, c'est bon à savoir, voilà, vous pouvez le faire. Et puis après, il y a d'autres l'association va venir lever des fonds. C'est plutôt des questions en général d'ordre politique, parce qu'après, les demandes de subventions, ça se fait. Tout est géré d'ailleurs pas en arrondissement, mais au niveau central de la ville de Paris. Il faut passer par des protocoles qui sont normalisés. Voilà. Mais il y a, après, au niveau de l'arrondissement, il est aussi possible de s'impliquer dans un conseil de quartier pour porter un projet. Les conseils de quartier disposent d'un budget quand même, de quelques dizaines de milliers d'euros, parce que c'est accumulé au fur et à mesure des années. Ils ne dépensent pas tous. Ils ne dépensent pas tout, donc il y a vraiment de l'argent à utiliser dans ces conseils de quartier. C'est des organes de discussion, de délibération, donc c'est intéressant aussi d'y être. Il y a le budget participatif, il y a quand même des choses qui existent pour pouvoir rentrer dans des protocoles un peu formels, mais encore une fois, on n'est pas obligé de passer que par ces protocoles pour proposer des choses et pour faire avancer des choses sur le territoire. La mairie a des petites antennes qui s'activent très vite dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant sur un quartier. Il ne suffit pas forcément d'être énormément pour susciter l'intérêt et se faire entendre et proposer des choses. D'accord. Et là, je vois, du coup, au niveau du climat, sur le sujet du climat, il y a un petit récap de ce qui existe ou ce qui n'existe pas en termes d'infrastructure aujourd'hui, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous disais sur l'arrondissement, ce n'était pas du tout piloté. Et à la ville, il y a une sous-direction qui est en train d'être reformatée pour faire quelque chose de plus global, qui est vraiment plus un peu au-dessus, pas au-dessus, mais qui englobe vraiment aussi les autres directions pour éviter d'avoir quelque chose qui fonctionne trop en silo. Avant, voilà, pour vous dire, la sous-direction climat, elle était dans la direction espace vert, donc environnement. Ouais. Donc aujourd'hui, ça devient, on voit le changement de perception et d'ambition sur ces sujets-là. Okay. Ça devient quelque chose de plus, voilà, notre orientation principale, un cadre de réflexion, on va dire. Alors, je te pose une question bête. On a beaucoup parlé à Paris d'Anne Hidalgo qui réduit la voilure pour les voitures, favorise les pistes cyclables, etc. Donc, le maire d'une ville
peut avoir une action directe sur, je te cite des thèmes, les thèmes que tu disais tout à l'heure, et puis tu me diras si c'est oui ou non, donc sur à peu près tous les thèmes liés aux enjeux du climat, donc sur le logement, sur l'énergie, sur le transport, sur la question de l'alimentation, sur la question des déchets. Mais en fait, En gros, à son échelle, il non. peut faire. Oui et non, parce que même par exemple sur les transports, la maire de Paris ne peut pas toucher au RER, au Transavia ou même voilà, les bus, par exemple, sont gérés par Île-de-France Mobilité. Donc, elle peut, par contre, travailler avec l'institution pour faire revoir des sens de circulation, demander à ce qu'il y ait une ligne créée dans cet endroit-là, etc. Mais elle n'en a pas la compétence directe, par exemple, et elle n'en a pas les budgets. Donc, en fait, pour chaque sujet, il y a des niveaux d'influence ou de capacité différentes. Et par exemple, l'alimentation, elle peut agir très facilement sur la caisse des écoles, donc les menus des cantines. Par contre, c'est un peu plus difficile sur les restaurateurs qui sont vraiment dans la sphère et qui vont plutôt relever des décisions législatives ou d'un cadre, on va dire, d'un environnement de consommation voilà, qui va dépendre plutôt de la façon dont les filières agricoles sont structurées, par exemple. Voilà. Donc, à chaque sujet, il y a vraiment un niveau de détail. Il faut aller chercher. Donc, c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver. Voilà. Je suis désolée. D'où la complexité, en fait. C'est ça qui est compliqué pour nous de l'extérieur. Voilà, chaque sujet, en fait, est presque un cas particulier qui mobilise des instances différentes, des rapports de force différents, etc. Il y a un truc important à savoir, c'est que là, ils avaient justement beaucoup mis ça en avant sur le plan climat qui avait été refait le mandat dernier. C'est qu'en fait, à Paris, ils avaient calculé que la ville, elle a la main sur à peu près 25%, un quart des émissions de gaz à effet de serre de son territoire. Un quart peut relever de sa compétence, soit très directement, soit de façon indirecte, mais bon, très proche. Il y a 75% des émissions qui lui échappent en contrôle direct, on va dire. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est un enjeu de mobilisation globale. Et quand on dit 75%, ce n'est pas que le choix des citoyens ensuite, c'est aussi évidemment la mobilisation de toutes les autres échelles démocratiques. Et voilà, mais donc c'est pas si évident. Après, on peut faire quand même beaucoup en matière de climat. Moi, je vous ai mis des documents que je vous invite vraiment à regarder. Il y a notamment le bilan de carbone de la ville qui a été publié en février 2020 et en fait, qui est très détaillé et qui va vous montrer ce que la ville émet vraiment intramuros, qu'elle fait elle-même comme émission, les transports intramuros, ce genre de choses. Et puis, toutes les émissions de gaz à effet de serre et externalités qu'elle produit par son activité, c'est-à-dire ce qu'elle va importer ou alors même l'aviation, etc. D'ailleurs, si tu peux l'ouvrir, il y a un slide qui est vraiment intéressant vous allez voir, c'est très graphique sur quels sont les gros postes d'émissions de gaz à effet de serre. Et vous avez... Oui, j'y vais tout de suite. Alors, celui-là. Ouais, c'est costaud, mais il y a des graphiques qui permettent de comprendre le truc. Vas-y, descends encore un petit peu, on va se reprendre en gros celui-ci, mais en version illustrée. Encore. Ça, vous avez les scénarios de... Voilà. Celui-ci Voilà, celui-là. Voilà, donc en gros, les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Paris, c'est number one l'aviation. Et encore, l'aviation, là, ça représente que les voyages des Parisiens vers l'extérieur ou les transports de marchandises, importation, exportation. Donc, vous n'avez pas les touristes, par exemple, à l'extérieur. Vous n'avez pas non plus... Enfin bon, bref. Donc, du coup, voilà, donc ça, c'est vraiment aviation. Donc là, ça pose des questions sur notre modèle de consommation. Qu'est-ce qu'on consomme de l'extérieur qui arrive en Europe, etc. Et sur nos loisirs ou nos déplacements professionnels, mais aussi et plus largement, même si ça comptait là, sur le modèle économique de Paris, qui est quand même largement basé sur l'attractivité touristique, et une attractivité touristique qui vient de plus en plus loin. C'est plus du tout l'Europe qui voyage à Paris et qui fait le chiffre d'affaires de beaucoup de restaurants, commerces de luxe, etc. Ça vient beaucoup plus loin que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce sujet-là? Nous, là, il y a vraiment un débat assez fort politique au Conseil de Paris, notamment parce que nous, groupe écolo, bon, bah,
on vise un peu autre chose comme modèle, mais c'est vrai que ça reste une source de revenus très importante. Donc, en fait, la question, c'est comment on fait pour que Paris puisse plus se suffire à elle-même, entre guillemets, qu'on ait une économie réelle et locale. Deuxième sujet, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est pas tant le saison ou le local qui compte, c'est principalement la consommation de viande rouge. Il y a des graphiques qui permettent plus loin, qui vous montrent un peu l'impact carbone de chaque grande catégorie d'aliments. Et c'est très clair. Et on a fait le même travail sur les cantines et c'est très clair aussi. Et du coup, là, l'alimentation, voilà, c'est principalement modifier les habitudes alimentaires. Alors, sur les cantines, on peut, mais sur les restaurateurs, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour les inciter à proposer au moins un repas végétarien, pour faire des choses intéressantes. Et ensuite, vous avez le transport hors Paris. Puis moi, ce que je voulais vous dire là, c'était aussi le gros poste, c'est quand même le tertiaire et le résidentiel qui sont tout, qu'on peut prendre comme vraiment le bâti. Et vraiment autour de ça, c'est l'efficacité thermique des bâtiments. C'est ça qui joue le plus. Et d'ailleurs, on voit bien donc, dans ce bilan-là, donc les objectifs de la ville en matière de climat, c'était quoi? C'était depuis 2007, les objectifs sont les mêmes. On réduit de 25% nos émissions de gaz à effet de serre, on réduit de 25% notre consommation énergétique et on augmente. Attends, mais quel horizon de temps? De 25%? Peu importe les horizons, à chaque fois on a gardé les mêmes chiffres. Mais tu vois, le premier c'était 2007-2020, un truc comme ça. Et du coup, on s'était donné ces objectifs-là. Mais bon, après, voilà, à chaque renouvellement, on a gardé les mêmes. D'accord. Objectifs en décalant l'échéance. Mais du coup, et on augmente de 25% notre production d'énergie renouvelable. Bon, donc on avait 25. Le premier bilan du plan climat qu'on a fait, qui était je crois que c'était en 2012, les chiffres qu'on a, c'est qu'on a réussi à réduire de 2% nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième qu'on a fait là en 2020, vous allez retrouver les chiffres dedans, on a réussi à réduire de 20% de Milan de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qui compte dans ces 20%? C'est principalement sur le transport, c'est les normes européennes qui améliorent les consommations des poids lourds qui approvisionnent Paris. La réduction de la place des déplacements en voiture et en véhicules très polluants dans Paris. Et l'amélioration des systèmes de chauffage où les gens sont beaucoup passés, on a arrêté le fioul par exemple, on a arrêté les systèmes de chauffage urbain aussi qui étaient beaucoup plus polluants, on est passé sur d'autres modèles, mais aussi tout simplement la technique architecturale qui permet vraiment de faire des économies mais massives. Et donc on voit que ça ne se joue pas forcément sur le comportement individuel, le choix vraiment de la consommation, même si c'est évidemment important parce que derrière, c'est toute l'industrie qui suit, c'est aussi des enjeux d'image, etc. Donc ça ne peut que tirer le truc vers le haut, mais c'est quand même majoritairement des changements beaucoup plus structurels, technologiques, législatifs, qui vont faire qu'on va réussir à avoir des impacts importants rapidement. Ok, et tu nous as dit, voilà aussi, donc, du coup, on parlait de où sont les instances décisionnelles. L'Europe en est évidemment une sur un certain nombre de choses. Ouais. Ok. Je vais vous partager, je vais vous mettre dans le chat tous les documents que Léa m'a gentiment envoyés avant la conférence et vous aurez tout. Des belles lectures en perspective. C'est intéressant de savoir déjà qu'une ville peut faire son bilan carbone. Je ne sais pas quel organisme la ville de Paris est sollicitée, mais en tout cas, c'est chouette de se dire qu'on peut déjà aussi, à l'échelle d'une ville, mesurer ça, connaître. On est obligé de le faire même maintenant. Super. Ok. Peut-être juste une question. On sait aussi que Paris fait partie d'une alliance internationale justement sur les villes un peu durables. Est-ce que tu sais toi un peu à quoi ça sert cette alliance-là des 40 ou je ne sais plus comment ça s'appelle Alors, c'est intéressant comme question. En fait, ça sert à faire concrètement pas grand-chose parce que c'est pas ils financent pas particulièrement de projets ou c'est pas opérationnel on va dire. Mais par contre c'est un pouvoir d'influence, déjà de partage d'expériences, de bonnes pratiques, qui est assez important et surtout un pouvoir d'influence dingue parce que
aujourd'hui, les villes sont vraiment les endroits dans lesquels on émet le plus de gaz à effet de serre et qui sont le plus responsables des changements, du dérèglement climatique. Or, ce ne sont pas forcément elles qui ont le poids politique le plus important, même si elles ont des marges de manœuvre intéressantes parce que justement, elles peuvent être plus réactives avec des projets très concrets, même si elles ont besoin d'un cadre législatif national ou international qui les aide là-dedans. Donc, par ce réseau-là, les villes créent une forme de réseau géopolitique des mégalopoles dans le monde entier. Et par leur voix et le fait qu'elles se mettent d'accord sur certains grands objectifs, etc., influencent le débat international et arrivent à prendre, en fait, c'est énorme, le nombre d'habitants qu'elles représentent est monstrueux. Donc, quand elles se fédèrent, en fait, elles arrivent à faire la taille de petits États. Et donc, elles pèsent dans le débat. Ok, intéressant. Et une question qui m'est venue en t'écoutant, peut-être que c'est une utopie, mais en tout cas, est-ce que les villes peuvent avoir une influence sur les entreprises qui sont implantées sur leur territoire? Oui et non, c'est un peu plus difficile. Par exemple, il y a quand même, par exemple, par les outils d'urbanisme, etc., on peut choisir déjà si on a ou pas des entreprises et quel type d'entreprise. Si on a plutôt de l'artisanat, plutôt du bureau. Voilà. Après, ça reste le secteur privé et donc, heureusement, pas heureusement, ça c'est un autre débat. La démocratie a une influence limitée sur les activités. Après, c'est aussi tout l'environnement qui va conditionner le fait que ce soit facile ou pas pour cette entreprise de s'installer entre une grosse usine ou un petit artisan, encore une fois. Voilà, il peut y avoir des facilités ou pas. Mais tu me posais aussi une question intéressante un peu avant notre discussion là. C'est pour ça aussi je t'ai mis des documents relatifs. Tu me disais, mais depuis quand on sait, est-ce que la ville sait en fait à quoi elle s'expose avec ces questions ces enjeux climatiques? Je vais mettre un petit peu ma caméra. La réponse est, ça fait en fait, premier rapport du GIEC 1990, l'année où je suis née. Depuis ce premier rapport du GIEC, on n'évolue pas beaucoup dans la connaissance du problème en fait. On affine beaucoup les données, mais le fait que ça vient de l'homme, que c'est massif, qu'il faut les échéances auxquelles les problèmes vont arriver, on les connaît. Par contre, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça allait beaucoup plus vite que ces premières estimations-là. Et chaque rapport, on se rend compte que ça va plus vite. Donc, pas de surprise de ce côté-là. La ville de Paris est dotée d'un plan climat depuis 2007 et d'initiatives autour du développement durable depuis bien avant. Donc, ce n'est pas des surprises, même si, effectivement, au fur et à mesure, par exemple, là, il y a un super rapport avec une petite vidéo qui est sortie sur justement quels sont les impacts concrets du changement climatique sur la ville de Paris, donc en termes de résilience des réseaux d'énergie, sur la chaleur, sur les intempéries, etc. En fait, tout ça, moi, quand j'ai été élue, je savais déjà. Je savais déjà, même si là, ça a le mérite d'être hyper clair, hyper opérationnel, très, très concret. Mais je veux dire, on n'invente pas le truc. Donc, il ne faut pas qu'on se cache à chaque fois sur le truc. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC ou un rapport quelconque, on découvre le truc. Mais en fait, non. Ça fait longtemps qu'on sait. Mais il n'y avait pas forcément la culture politique. Il n'y avait pas forcément non plus ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences directes des dérèglements climatiques avec les coûts que ça engendre. Et évidemment, ça nous coûte plus cher de réparer que d'anticiper et de s'adapter aussi pour des dérèglements qui, on sait, déjà irréversibles. Ok. Je vous ai mis le lien vers la petite vidéo. N'hésitez pas, il y a un peu moins de 4 minutes, mais c'est très bien fait. C'est sorti hier, je crois, ou en tout cas cette semaine. Voilà, la ville met à jour aussi avec les données qu'elle a. Et du coup, les plans, je trouve, en tout cas dans la communication, sont de plus en plus affinés aussi. Voilà, et puis on intègre maintenant la question de la biodiversité dans une ville comme Paris. C'est évidemment un sujet majeur, la question de la place de la nature dans une ville très artificialisée. Ben voilà, il faut s'en parler. Donc je trouve que j'ai trouvé que la vidéo était très didactique. Bon, évidemment, on a envie de poser plein de questions, mais que c'était très bien fait. Je vous invite à la regarder. Et le rapport associé répond à pas mal de questions. Enfin, il y a une synthèse et un descriptif plus détaillé, mais je vous invite vraiment à le regarder parce que ça fait un peu peur, c'est vrai.
Ben, pour une fois, je trouvais qu'on voilà, on se disait les choses qui sont réelles, même si elles sont inconfortables. On ne peut plus tellement se cacher derrière des discours très timorés et très ronds. Le temps n'est plus là. Peut-être, avant d'ouvrir la partie questions-réponses, donc Fanny Boucher, cofondatrice de Bullies. Bullies, située dans le 10e arrondissement. Fanny est une spécialiste des choux, mais elle vous en parlera bien mieux que moi. Et surtout, Fanny a des engagements personnels forts sur la notion de la transition écologique et donc a été très partante pour expérimenter un certain nombre de choses. Et donc, j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet de la consigne et comment, voilà, en engageant les restaurateurs, les commerçants, vous arrivez quelque part à induire, en tout cas à proposer des nouveaux comportements aux citoyens et comment ensemble on peut arriver à réduire nos déchets. Je ne sais pas, Fanny, si tu veux témoigner ou Léa, si tu veux présenter le projet d'abord de la consigne, mais ça m'intéresserait d'avoir vos regards croisés sur ce sujet. Allez-y, Fanny, comme ça. Bonsoir à tous. Alors effectivement, comme le disait Mathilde, j'ai une boutique, j'ai cofondé une boutique de choux à la crème et de snacking autour de la pâte à choux salée il y a 6 ans, dans le 10e à Paris, à côté du métro Bonne Nouvelle. C'est principalement de la vente à emporter. Et ça nous a apparu assez évident dès le départ que c'était absolument dingue ce qu'on générait en déchets au quotidien. Alors, à la fois les déchets de type packaging, les boîtes pâtissières pour les choux, les sachets, tout ce qui était sac, etc. Même si on prenait du craft, bon, ça crée quand même beaucoup de manipulation aussi pour nous. Et puis également tout ce qui était déchets organiques. Parce qu'un restaurant, faut voir les poubelles sorties à 17h d'un restaurant pour comprendre et savoir que dedans, il y a à peu près 70% qui est des déchets d'épluchure, etc. Alors, du coup, comme on avait aussi une équipe super de vendeuses qui étaient assez jeunes et impliquées dans ces problématiques-là, on a commencé par travailler sur réduire les déchets packaging sur place. Donc, on a commencé à servir uniquement dans de la vaisselle, etc. Et puis, ça, c'était un premier point, mais il restait quand même toujours la problématique de l'emporter. Et de nous-mêmes, en fait, on a essayé de mettre en place un système de petites cartes de fidélité qui permettait en fait aux gens qui venaient avec leur propre contenant de gagner des petits points et à la fin de gagner des petits choux. C'est quand même le driver principal quand on vient chez nous. Et en fait, ça n'a pas trop pris. Ça a pris un petit peu auprès des gens très concernés, mais pas sur du grand public. Et un jour, on a été contacté par la consigne Gringo, qui en fait est un principe tout simple de consigne pour notamment la restauration, mais aussi dans certains supermarchés, et qui permet en fait de prendre à un endroit et de déposer à un autre la consigne. C'est là où c'est assez innovant, parce qu'en fait, nous, avec notre petite carte de fidélité, quelque part, on obligeait nos clients à revenir chez nous pour gagner des points, etc. Ce qui est quand même la petite carotte qui fait changer un peu les choses. Or, avec Gringo, l'intérêt, c'est que, et du coup, c'est là où ça a été très intéressant pour nous, c'est qu'on a participé au mouvement dans le cadre de la mairie de 10e. C'est que c'est tout un tas de restos partenaires et ce groupe grossit chaque semaine, chaque mois, qui permettent de collecter les consignes usagées. Et donc, le client Jean-Michel qui vient lundi chez Bullies, donc notre cantine, a acheté son sandwich et ses choux à la crème,
Demain, il peut aller chez ma voisine, rue de l'Échiquier ou rue de Paradis, et aller déposer sa consigne, reprendre une autre consigne. Et donc, en fait, ça permet en fait de généraliser l'usage de la consigne sans avoir forcément à penser soi-même à prendre son Tupperware, ses propres outils, ce qui est en fait chez les gens un gros frein en fait, de penser à ça et de gérer le nettoyage, etc. Et donc, quand Gringo est venu nous en parler, on a été tout de suite séduits par le projet. Et on a dû faire partie des premiers restaurants à le mettre en place dans le 10e. Et du coup, on a eu la chance de faire aussi partie des restaurants tests au moment du lancement officiel de Gringo dans le 10e. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer Léa à cette occasion, puisque la maire du 10e est venue chez Bulise faire le test en fait de cette consigne et du coup manger aussi quelques petits choux à la crème, forcément. Mais voilà, donc c'était un super moment. Ça permettait donc de mettre en lumière aussi la facilité de ce produit et également de montrer que c'était largement diffusé dans le 10e aujourd'hui. Et puis aussi nous de nous faire connaître comme commerçants engagés, donc c'était super. Et à titre de commerçant, je trouve que c'est tout de suite plus intéressant on se sent moins seul quoi dans notre démarche. On a toujours un peu l'impression d'être avec nos petits bras et que on prêche un peu dans le désert, et de savoir que c'est repris et amplifié comme discours par des politiques et des associations et des entreprises, parce que Gringo, c'est aussi une entreprise. Ça nous fait du bien, ça continue à nous motiver. Et il y a tout un accompagnement des commerçants aussi il y a des gens qui viennent expliquer à nos clients comment ça fonctionne, qui leur montrent comment ça fonctionne, etc. Donc, en fait, c'est vraiment super pour faire avancer les mentalités. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ton retour d'expérience, ça fait quelques mois que c'est déployé maintenant? Oui, non, nous, on a dû lancer en juin, juillet, je pense. D'accord. Et là, septembre, ça recommence. C'est vrai qu'on se rend compte que dès qu'il y a des gens qui expliquent, etc., ça fonctionne beaucoup mieux. Et puis, c'est aussi à nous, commerçants, de porter cette parole-là. Donc, on continue d'évangéliser. Et puis, oui, on a des gens qui viennent, qui nous ramènent, c'est hyper simple. En plus, tu n'es même pas obligé de venir acheter des choux. Tu peux juste, tu passes, il y a un petit logo qui te dit, on est collecteur Gringo. Les gens, ils déposent. Et donc, du coup, ça crée aussi de la vie, du trafic. C'est hyper vertueux, quoi. Donc, non, on est très contents. Super. Et alors, pourquoi une entreprise comme Gringo est soutenue ou mise en avant par la mairie d'arrondissement? Comment c'est vous qui avez cherché une entreprise dans le cadre d'un projet? Oui, en fait, c'est venu de la rue de Paradis Zéro Déchet parce que on avait fait. En fait, l'objectif, c'est d'y aller petit pas par petit pas. On commence par donner envie, par montrer qu'il y a une envie, et ensuite, on avance sur des trucs plus compliqués à mettre en place. Et on avait fait avec les bureaux. Les gens des bureaux, ils nous avaient dit, OK, nous, notre truc numéro 1, qui nous embête, c'est l'emballage du midi, quoi. Et là, encore plus avec le confinement, où tout est revenu aux emballages et tout. Donc, on s'est vraiment sauté aux yeux avec cette rentrée, mais là, ça fait déjà 2 ans qu'on bosse dessus avec eux. Et donc, on avait fait des opérations mardi gamelle, on avait appelé ça. Et en fait, l'objectif, c'était qu'ils s'offrent un peu. Il y en a qui se sont vraiment équipés entre collègues en Tupperware. Il y en a, ils en ont acheté 200 quand même, des petits déjeuners et tout. Ils sont allés tous les mardis, on faisait un truc où ils allaient vraiment dans le commerçant en mode prosélyte en disant bonjour, j'ai ma trop de temps, est-ce que vous voulez bien me servir dedans? Non, c'est dommage, pourquoi vous ne faites pas, etc. Ou alors oui, super, merci beaucoup. Donc les restaurateurs, moi j'avais des retours hyper intéressants en même temps. Des restaurateurs qui me disaient je ne comprends pas ce qui se passe, depuis 3 semaines j'ai des gens qui viennent avec leur mug, qui traversent la rue pour me demander un café, ou qui viennent avec le machin, voilà. Donc ça a pris aussi côté commerçant. Il y en avait qui le faisaient déjà, il y en avait qui ne le faisaient pas du tout, et donc ils sont rentrés dans le réseau de Zero Waste où les gens pouvaient les trouver en ligne et tout. Et
évidemment, ce n'est pas pratique parce que vous avez votre container. Vous y pensez une fois sur deux. Enfin, votre container, votre contenant. Arriver avec un container, c'est encore autre chose. Vous l'avez, vous oubliez de le laver, il est au bureau, gna gna gna. Enfin, il faut vraiment, c'est pour être militant pour faire ça. Et forcément, à la longue, vous vous lassez. Si vous n'êtes pas à fond dans le truc, vous ne le faites pas. Donc, l'objectif est vraiment de changer, encore une fois, l'environnement de consommation habituel des gens et qu'ils n'aient pas à se poser la question sur ce genre de choses parce que la solution, elle est là, voire c'est la norme. Et donc, du coup, l'objectif, est que, elle a très bien dit voilà, comment ça marche, c'était que ce soit partout, qu'on n'ait pas à se poser la question. Et donc, on est allé chercher Gringo pour monter un projet parce que le problème, c'est que c'est aussi des petites structures qui se lancent, qui peinent à trouver des territoires et il y a un effet de seuil. Il faut que tous les restaurateurs du quartier s'y mettent ou un certain nombre pour que ça fonctionne parce que sinon, vous avez une solution là, une autre là, enfin, ça ne marche pas, c'est pas compatible et tout. Donc, on a monté un projet, on est allé chercher des financements à l'ADEME, l'éco-organisme qui s'appelle Citeo, pour aussi aider l'équipe de Gringo à justement avoir ces gens sur le terrain, à faire un vrai travail pour aller chercher les restaurateurs qui étaient volontaires pour rentrer là-dedans. Ils ont fait tout le 10e arrondissement. Ils repassent une deuxième fois. Et vraiment, l'objectif, c'est d'avoir, on s'était dit 50 au début, 100 à la fin de l'année, mais c'est serait bien d'en avoir plusieurs centaines de nombre de restaurateurs dans le 10e. Et donc, voilà, on a monté le truc de zéro avec eux. Mais c'est un bon exemple parce qu'en fait, sur cette thématique-là, les initiatives, elles existent déjà. L'envie, elle existe déjà. Il faut juste faire matcher les deux et donner le terrain d'expérimentation pour faire rencontrer, c'est un peu, désolé, c'est les relents d'école de commerce, mais l'offre et la demande, quoi, que les gens ils s'approprient ce qui existe, qu'on leur donne des opportunités, que ça fonctionne pour de bon. Voilà. Et par exemple, prochaine étape aussi, c'est que Fanny, elle m'en avait parlé, mais ce n'est pas la seule. À peu près tous les restaurateurs m'en parlent. Ils sont outrés de la quantité de déchets alimentaires qu'ils produisent malgré eux, parce qu'il y a les restes de préparation, parce qu'il y a les restes des clients. Voilà. Et du coup, ça, aujourd'hui, ça part à la poubelle et c'est incinéré. Et alors qu'il y a des solutions qui existent. Donc là, c'est vraiment notre projet. Ça, c'est long, ça fait des années qu'on est dessus, mais de pouvoir monter une collecte pour les restaurateurs et un traitement dans le 10e arrondissement pour que ce soit moins cher que ce qui existe aujourd'hui sur le marché aussi et que la ville et, et en général la collectivité commence à développer un nouveau métier autour du traitement des déchets qui soit peu juste on prend, on brûle, mais on prend, on recycle localement et on réintègre dans des espaces verts, dans des jardins partagés, dans des, je sais pas, dans tout ce qu'on peut faire de végétalisation sur l'espace public, par exemple, et des circuits verts. Voilà, pour créer du nouveau service public, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas sur ce sujet. Quand tu penses à l'offre existante, parce que nous, on a reçu Alexandre Guillouis des alchimistes. Ah ouais. C'est Il y typiquement a ça. eux, mais il y en a d'autres aussi. En dehors de la ville et que c'est trop onéreux. Ça revient, pour un restaurateur, ça revient cher. Il y en a beaucoup qui ont essayé. On a même offert des pesées gratuites pour voir un petit peu, etc. Mais en fait, c'est difficile de faire appel à cette solution. Après, c'est une solution qui convient pour d'autres systèmes. Je veux dire, ils ont un bel avenir devant eux et la ville les soutient par ailleurs. Enfin, voilà, on les aide aussi, mais des fois, ça peut pas marcher pour certaines structures. Et donc, il faut aussi qu'on puisse trouver de nouvelles solutions. De toute façon, là, il y a de la place. S'il faut traiter tous les déchets alimentaires de tout le monde en 2023, il y a de la place pour toutes les solutions. Juste pour donner un ordre de grandeur sur un petit resto comme nous, hein, on n'est pas non plus entre 100 et 120 couverts par jour, c'est 2 000 € par mois, par an, pardon, minimum pour le traitement des déchets organiques. Donc, c'est pas neutre quand même sur des petites entreprises. Et après, il faut aussi aider les alchimistes à changer un peu d'échelle, à faire des choses qui veulent, parce qu'aujourd'hui, voilà. il faut tourner, par exemple, qui sont gigantesques. Oui. Donc, il faut qu'on réussisse aussi à... Oui, mais c'est sûr qu'il y a ce que tu disais, Léa, il y a un effet de seuil. Et que autant de 1 000 €, on n'est pas prêt à les mettre, mais peut-être que 800, on pourrait le faire, quoi. Et en fait, du coup, ça changerait quand même vraiment le paysage du quartier, parce que si on sort à 17-18 h le soir, les poubelles de restaurants, c'est impressionnant. Dans le 10e. Enfin, le 10e, en plus, c'est intéressant pour ça, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de restaurants. Donc, ce problème se pose énormément.
Bon, en tout cas, ça expérimente. Dans le 10e, il y a des choses qui se passent et c'est intéressant. Ça bouge partout, hein. Je dois dire quand même que pour le coup, sur ce sujet-là, un peu partout dans Paris et ailleurs, il y a des envies, quoi. On ne les voit pas et ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu qui est absolument immédiat et énorme, mais il y a quand même vraiment un intérêt. Ok. Léa, peut-être du coup, avant qu'on passe aux éventuelles questions qu'on n'aurait pas encore abordées, si tu avais en synthèse 3 recommandations, 3 tips à nous donner, à nos citoyens, sur qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, et notamment dans notre rôle avec les mairies, qu'est-ce qu'on peut faire sur notre territoire, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire? C'est super dur ta question, Mathilde. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien en relation avec les mairies? En fait, ça dépend. Non, mais ça dépend des objectifs, en fait. Mais s'intéresser. En fait, je voudrais peut-être dire que s'intéresser à la vie publique n'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que des fois, il faut un peu des sous-titres, mais enfin, voilà, déjà, moi, je me propose pour faire les sous-titres s'il y a des choses qui vous paraissent compliquées à comprendre. Mais en fait, c'est accessible. Les choses sont publiques, publiées, accessibles en physique. Voilà, on peut faire un conseil d'arrondissement. Il y a plein de choses sur les projets de la mairie qui sont publiés un peu partout. On peut avoir toutes les délibérations, c'est-à-dire les sujets qui vont être votés, par exemple, par la mairie. Donc, c'est déjà une façon de s'approprier un peu ce qui se passe dans l'arrondissement avant de le voir sur le terrain. C'est vraiment le moment où la décision est validée. Et ensuite, quelques années après, des fois, on voit le projet qui se fait. Donc, c'est aussi, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à faire. C'est vrai que ça peut être un peu fastidieux. Il ne faut pas y aller tout seul. Il faut y aller en groupe, passer un bon moment. Et ne pas hésiter à aller dans les instances qui peuvent paraître un petit peu, pas toujours très dynamiques, mais les conseils de quartier, par exemple, sont des moments où les élus sont là, où les voisins sont là, où les problématiques du quartier sont exposées. C'est des bons points d'entrée pour se connecter avec son territoire et faire atterrir des idées aussi qu'on peut avoir en tête. Bon, ça fait bien longtemps que Fanny nous dit qu'il faut qu'on aille au conseil d'arrondissement. Oui, hein, franchement, Ça fait bien par y aller. Je vous accueille et je vous fais pas de problème, avec plaisir. Au contraire. Évidemment, bon, là, on a beaucoup parlé de Paris. Il y a des gens qui ne sont pas de Paris ce soir, et puis ceux qui nous regarderont ne seront pas tous parisiens. Tout ça se transpose à toutes les échelles. Ça peut-être pas le conseil, ça ne s'appelle peut-être pas conseil d'arrondissement, mais il y a des conseils municipaux dans toutes les villes. Donc, en fait, on peut partout. Déjà, ça, c'est une instance dans laquelle on peut aller chercher de l'information et puis voir s'il n'y a pas des projets qu'on a envie de monter. Pour les non-parisiens, c'est important. Bon. Mais en fonction de là où vous êtes, on peut aussi, je peux essayer de trouver, je parlais tout à l'heure des collectifs d'Alternativa et autres. Il y a des gens qui bougent un peu partout, donc n'hésitez pas si vous voulez, je peux essayer de trouver ce qui se passe par chez vous. Ok. Est-ce que vous avez des questions, celles et ceux qui sont encore parmi nous? Alors oui, moi j'en ai une. Merci beaucoup Léa pour nous avoir expliqué tout ça. C'est toujours très intéressant, très enrichissant. Mathilde mentionnait l'initiative des 40 villes vertes pour le climat, effectivement, je ne me souviens plus du nom. Il y a une autre initiative aussi qui se lance à l'initiative d'une économiste justement autour de la théorie du donut et qui a créé son Donut Economics Action Lab. Et on voit que des villes comme Amsterdam ou Tokyo ou Seattle s'emparent un peu de cette théorie pour essayer effectivement d'améliorer les choses et être plus soutenables et plus vertueuses, que ce soit sur le plan du climat ou sur le plan social. Est-ce que ce sont des choses que la ville de Paris a déjà regardées, que le 10e arrondissement a déjà regardé ou pas du tout? Alors, de façon institutionnelle, non, ça n'a jamais été étudié comme ça. Mais nous, par exemple, on pousse à ce que ce soit l'outil qu'on utilise l'outil cadre de réflexion pour le PLU, par exemple. Donc, en fait, le donut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vous avez un plafond environnemental, donc les contraintes, les limites planétaires, et un plancher social qui correspond aux besoins en fait, de la population bien vivre.
Et du coup, c'est un outil qui est hyper intéressant, qui correspond grosso modo à un cadre de pensée d'écologie politique de façon assez générale. Mais posé comme ça, c'est sûr, ça permet vraiment, c'est un outil vraiment d'analyse de plusieurs politiques publiques, etc. Donc, il y a un premier essai qui a été fait sur Paris, j'ai vu, que je peux vous renvoyer aussi, mais de façon indépendante, voilà. Et ça mérite, c'est vraiment un outil qui mériterait d'être posé parce que ça, voilà, c'est très visuel, ça clarifie bien le truc et du coup, voilà, on pousse pour qu'il y ait un premier test institutionnel, mais pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord. Et alors, j'avais une question aussi sur le PLU. Parce que le PLU, le définir, c'est bien, c'est même très bien. Et après, il faut le faire respecter. Alors là, c'est peut-être moins compliqué à Paris qu'ailleurs, et notamment dans les petits villages de Normandie que je fréquente assez régulièrement, où il y a des infractions assez manifestes en fait au PLU et où la mairie ne fait rien. Et donc, quels sont en fait les pouvoirs d'une mairie, quels sont les pouvoirs d'un maire et ici à Paris d'un maire d'arrondissement par exemple pour pouvoir faire respecter le PLU ou quand il y a une infraction au PLU? Alors, bonne question. Juridiquement, je dois avouer que je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu vas saisir et comment ça se passe. En général, on confie ça à des espèces d'armées d'avocats intégrés dans nos services juridiques. Voilà. Donc, je ne sais pas concrètement qui tu saisis et tout ça, mais c'est quand même un document opposable. Donc, en fait, normalement, c'est obligatoire de suivre ces recours. Après, ce ne serait pas la première fois, effectivement, dans l'histoire de France qu'un PLU n'est pas respecté. Et pour tout dire, même sur le 10e arrondissement, encore récemment, dans cette politique de construction, sur une parcelle qu'on avait fait classer à force d'une longue bataille comme un espace vert à créer, à maintenir et à créer. Et là, on a eu un projet de logement social. Donc ensuite, on tombe sur des grands débats super intéressants, super intéressants, mais pas très de bonne foi sur l'écologie, lesquels compatibles avec la justice sociale et les besoins sociaux. Donc voilà. Donc voilà, c'est effectivement, il faut être très attentif. Et après, il y a une association, par exemple, peut aussi faire des recours. Enfin, voilà, c'est quelque chose auquel on donnera droit au final, même si des fois, on a vu aussi des recours qui aboutissent à, effectivement, vous avez raison, ça n'aurait pas dû être construit, mais c'est déjà construit. Et des fois, même des ordres de destruction. Donc, c'est un peu dramatique. Voilà. Et si tu veux, si vous voulez, pardon, Charlotte, je demanderai plus précisément ce que peut faire. Enfin, quel est l'objet de la question, ce que vous avez besoin de savoir pour un dossier en particulier? Non, c'est pas pour un dossier en particulier, c'est plus par curiosité, effectivement, de se dire, bon, enfin, c'est bien d'édicter la norme, mais comment est-ce qu'on s'assure que celle-ci est bien, et à la fois bien respectée et bien mise en œuvre, en fait. Après, les villes, elles ont les permis de construire, elles les reçoivent toutes et elles les approuvent ou pas, en fait. Ah, c'est normal. Voilà, ouais. Okay. Non, normalement, elles ont les infos un petit peu en amont. Quand les permis de construire sont déposés. Oui, enfin, normalement, oui. Après, tout est possible. Hein, mais Tout voilà, est possible. Oui, oui. Mais bon, là, voilà, on peut aussi faire. Là, du coup, c'est constat d'huissier sur un chantier illégal. Enfin, voilà, c'est plein de choses qui peuvent être. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question, Léa, sur la végétalisation des villes. Donc, le 10e, notamment, n'est pas un des quartiers très verts de Paris, mais ça existe dans plein d'autres villes. Du coup, je voulais savoir quelles étaient les pistes de travail aujourd'hui pour essayer justement de revégétaliser, sachant qu'on sait aussi que les végétaux, notamment les arbres, pourraient contribuer à atténuer les effets du réchauffement climatique dans les villes. Ah oui, j'y contribue largement. Effectivement, le 10e est un des plus minéraux de Paris. Et en fait, notre problème, c'est que c'est déjà construit et c'est déjà très dense. Il y a des quartiers, par exemple, sur le sud-ouest du 10e, là, justement, Paradis, Faubourg-Saint-Denis, tout ça. Il n'y a même pas de placettes, il n'y a même pas de coin, d'angle de rue sur lesquels on peut mettre un arbre parce que trop serré, parce que des réseaux partout, parce que sinon, en fait, on ne peut même plus passer.
De là encore à prendre 40 centimètres pour décaisser de la sale terre, en gros, qui sert de remblai et mettre de la terre et foutre des trucs avec des racines. Enfin, c'est une mission impossible. Et encore là, on est sur de la végétalisation un peu déco, dans le sens où ce n'est pas des espaces verts, ce n'est pas des jardins. Donc, pour faire des jardins, notre piste privilégiée, et il y en a quasiment une qu'aujourd'hui dans le 10e, c'est toutes les friches qui sont un peu à droite à gauche, un peu oubliées, un peu pas, tu vois, une emprise, par exemple, de la SNCF, un bout de jardin oublié derrière un truc de logement social, à côté de l'hôpital de la Riboisière, une cour pas exploitée sur laquelle on peut en fait grignoter, étendre un jardin. Voilà, c'est ça les pistes principales aujourd'hui. Et avec après un autre enjeu qui est de rentrer dans le privé pour aller végétaliser les cours privés. Et là, on a encore un tas d'enjeux, de problèmes, et à commencer par le fait que ce n'est pas de la compétence de la ville et qu'elle n'a pas ce genre de budget. Ça relève quand même aussi de la responsabilité du privé, même s'il y a des choses qui existent. Les copros peuvent se faire planter un arbre dans leur cours gratuitement quand même, et se faire étudier toute la faisabilité, etc. Donc ça, c'est possible. Mais voilà. C'est pour ça aussi qu'on vous parle que je vous parlais tout à l'heure d'aller chercher sur les toits et de végétaliser les toitures. Malheureusement, ça ne compense jamais de la pleine terre. Voilà, en termes de services écologiques, on n'est pas du tout sur le même rendu. Mais pour le bien-être, on va dire, de la population, c'est sûr que c'est des espaces qu'il va falloir investir. Et les écoles en termes Les écoles, d'espace? c'est pour ça, ouais, bien vu, merci Mathilde. C'est pour ça qu'il y a tout le programme d'École Oasis, qu'on avait commencé d'ailleurs un peu en pionnier aussi dans le 10, où l'objectif c'est de désimperméabiliser les cours d'école et de créer des espaces verts dedans, des potagers, etc. Et de l'ouvrir au public le week-end, pendant les vacances scolaires, pour pouvoir créer, parce que c'est l'équipement qui maille le plus finement le territoire parisien, l'école. Et c'est vrai qu'il y a ces espaces-là, mais encore une fois, dans le 10e, toutes les écoles n'ont pas des grandes cours. Et du coup, si on commence à en enlever la moitié, ça peut même déjà pas faire des grosses surfaces d'espace vert, mais ça peut vite devenir la moitié de la cour. En fait, c'est aussi des questions de confort pour les enfants, parce que ce n'est pas des espaces qui peuvent piétiner, voilà, courir, etc. Donc, on ne peut pas faire ça sur toutes les écoles, mais on commence à le faire quand même sur un sacré paquet d'écoles, et ça va faire du bien au quartier, ça va respirer. Après, j'ai une question, alors c'est peut-être une question provoque, mais donc, en tant qu'ancienne habitante du 10e, quand il y a des projets de rénovation, quand je pense à la place de la République, est-ce que dans les projets de rénovation, désormais, on intègre quand même, tu vois, ces enjeux de végétalisation? Et la question donc, c'est pourquoi sur une aussi grande surface, sur une belle place, on n'a pas plus ramené de la nature? Parce que c'est que des dalles minérales de pierre. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a pas fait? Est-ce qu'il y a des bonnes raisons ou est-ce que voilà, c'était pas En plus, elle était végétale, cette place, avant. Qu'est-ce qui fait que dans les projets de rénovation, on Bah, ne voit pas tant ce mouvement de transformation arriver? Mathilde, très bonne question. Je ne peux pas dire qu'on... Voilà, c'est aussi la politique, c'est des jeux d'acteurs, des rapports de force que nous donnent les électeurs. Donc aujourd'hui, voilà, les compositions des conseils municipaux sont ce qu'elles sont. Au moment de la place de la République, c'était ce que c'était. Et l'objectif de la place de la République, déjà, au moment où elle a été conçue, l'enjeu de la désimperméabilisation et tout n'était pas du tout aussi présent. Et en fait, encore une fois, il était déjà connu dans tous les plans qui étaient en préparation, ou les plans climat, machin, on le savait déjà, mais ce n'était pas un enjeu politiquement suffisamment fort. Donc, ce n'était pas un objectif. Et l'enjeu de la place, c'était plutôt de faire quelque chose où on puisse se rassembler, faire des grandes manifestations, etc. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et pour ça, ça marche très, très bien. Mais effectivement, on est passé à côté d'un truc. Mais aussi, on a fait un miroir d'eau, donc on savait bien qu'il y avait quand même un petit enjeu de chaleur. Et du coup, sur d'autres projets, écoute, c'est un peu frustrant, effectivement, d'entendre depuis que ça commence à faire quelques années que c'est un vrai objectif. Il y a des projets qui sortent avec un nouveau référentiel. Voilà, quand vous voyez par exemple route Mazagran, alors il y a des riverains qui n'aiment pas du tout ça, il y en a qui aiment beaucoup, mais vous avez des pavés avec de l'herbe qui pousse au milieu. Et ça fait partie du plan de désimperméabilisation des sols. Donc on n'est pas sur un espace vert, mais on a un sol plus poreux.
Et en fait, il y a aussi, voilà, il y a des gens qui trouvent ça pas hygiénique. On a aussi encore une vision de la ville qui est minérale, nette, marbrée. Et c'est pas forcément voilà, l'envie de tout le monde de voir les pâquerettes qu'on a arrêté de couper, etc. Donc, c'est encore des projets donc, qui commencent un peu à sortir de terre. Pas partout, effectivement. C'est pas encore un réflexe. Ça coûte plus cher. Donc, voilà, c'est tout un tas d'arbitrage, de volonté. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ça commence à se faire de plus en plus. C'est possible que nous ne voyons pas du tout. J'ai pas entendu. C'était le micro d'un intervenant, je crois, enfin, d'un participant qui était ouvert. Je pense que nous arrivons au terme de notre conférence. Sauf s'il y a une dernière question, on peut la prendre, mais sinon, je vous propose de vaquer chacun et chacune à nos occupations. Et avant ça, de te remercier très chaleureusement, Léa, d'avoir été parmi nous ce soir. Merci pour tout ce que tu nous as partagé, dans toute transparence et en authenticité, tous les documents qu'on vous a aussi repartagés. Lisez-les, je pense qu'on apprendra beaucoup sur le fonctionnement de nos institutions, de tout ce qui se fait déjà. Et puis après, à nous de mettre notre temps et notre engagement au service des causes qui nous tiennent à cœur. Merci beaucoup, Mathilde, de m'avoir proposé d'être là et à toutes, parce que c'est que des filles, là. Attends, est-ce que je fais une erreur? Oui, c'est des filles. Il y avait Laurent tout à l'heure, c'est ça? Il y avait Laurent, il y avait Théo, il y avait des... Vrai. Bon, en tout cas, merci à vous d'être là. Et vraiment, je suis dispo si jamais il faut. Vous trouvez aussi la distance qu'il faut entre une élue et vos projets, etc. Mais j'ai l'habitude de décrypter et de dire un peu, donc si une envie ou quelque chose, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez, vous accueillez un conseil d'arrondissement, on en débrief ensuite, on discute de vos idées avec plaisir. Et merci d'être motivé et d'être là jusqu'à 20h30. Bravo à toi, ouais, pour ton engagement et ton énergie presque illimitée. Tu vois, c'est mutuel. Si vous êtes là, ça m'en donne, mais j'espère que ça va un petit peu. C'est comme ça. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et on vous donne rendez-vous le 17 octobre, pour un prochain événement en présentiel cette fois. Oh, oui. Venir, si tu veux, on va aller récolter du safran sur les toits de Paris. Non. Mais oui. Ok, je viens. Une maison d'agriculture urbaine, c'est une fratrie, c'est des sœurs qui font ça depuis plusieurs années. C'est grâce à Fanny qu'on a cette petite pépite et on va aller récolter le safran de manière artisanale, low-tech et comprendre comment ça peut être cultivé sur les toits de la capitale. Super. C'est le 17 octobre. On communiquera sur le sujet et en tout cas, peut-être que nous t'y croiserons. Super. Bonne soirée à tout à l'heure. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.